Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans CGI for Good. Ce que nous souhaitons, à travers ce podcast, c'est vous proposer des conversations inspirantes et inspirées autour de l'inclusion, de l'environnement, de l'équité et de bien d'autres sujets encore. Chez CGI, nous axons notre politique RSE autour de 3 piliers. D'abord, s'engager pour les talents, ensuite s'investir pour les communautés et enfin, agir pour la transition climatique. Aujourd'hui, nous allons explorer le premier de ces piliers, le pilier talent, avec le témoignage de Cécile Hernandez. Cécile a été sacrée championne de snowboard cross lors des derniers Jeux paralympiques à Pékin en 2022 et elle fait partie de l'équipe de France Parasurf. Cécile est aussi capitaine de la team athlète que CGI a montée de A à Z. Cécile a un parcours personnel et professionnel remarquable qu'elle a bien voulu partager avec nous. C'est parti pour l'épisode. Hello Cécile. Salut Delphine. Alors Cécile, on est vraiment très contente de te recevoir sur le podcast CGI for Good. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Oui, avec grand plaisir. Alors donc moi je suis née dans ce qu'on appelle le petit Hollywood catalan, c'est-à-dire Perpignan. Entre la mer et la montagne, j'ai grandi dans une famille de sportifs avec un papa très axé sur le sport automobile, le cyclisme, le tennis, une maman en athlétisme. Donc j'ai vraiment grandi au milieu de ce milieu de ressources, de valeurs. Ça m'a apporté énormément de choses et aujourd'hui ça m'apporte encore énormément de choses. Donc j'ai commencé moi le BMX et puis après, au bout de 10 ans passés sur un BMX, j'ai essayé de m'orienter vers le snowboard parce que j'ai la chance de vivre vraiment à côté de la montagne. Et donc, j'ai eu une jolie petite carrière donc internationale en BMX, nationale en snowboard valide. C'est important de préciser le mot valide parce que, alors que tout allait bien, j'avais une jolie carrière sportive, je venais de finir mes études, j'avais des projets personnels. J'avais trouvé le petit copain pour justement me projeter dans une jolie vie entre chef d'entreprise et des envies de créer un foyer, des envies personnelles vraiment. Eh bien, je me suis réveillée un matin d'octobre 2002, les jambes totalement paralysées, au réveil, alors que la veille, tout allait bien, je marchais, tout allait bien, et le 21 octobre 2002, je me réveille, je pose mes jambes sur le sol, et là, mes jambes se dérobent, et je n'ai absolument plus aucune sensation dans mes membres inférieurs, de la pointe de mes orteils jusqu'à mon bassin, et on va me transférer aux urgences de l'hôpital de Perpignan, et après 4 jours d'attente, 4 jours durs, très durs, 4 jours à me planter des coups de fourchette dans les jambes pour essayer de ressentir des sensations, à prendre ma brosse à cheveux et me griffer les jambes, me lacérer les jambes, vraiment. 20 ans après, j'ai encore cette image de mes jambes marquées par ces coups de fourchette, marquées par ces coups de brosse, et au final, rien sentir et pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, au bout de 4 jours d'examen, je vais rencontrer un médecin. Ce neurologue va venir m'annoncer une triste et grave nouvelle. Il hésite, il est face à moi à ce moment-là, il sait pas comment emmener le sujet, il sait pas comment dire les choses. Je comprends, je vois ma maman qui est dans la chambre d'hôpital en retrait, qui se pince les lèvres, qui se retient de pleurer, et il va me dire, écoutez, vous ne pouvez plus marcher parce que vous avez une maladie grave et dégénérative, ça s'appelle une sclérose en plaques. Je ne sais absolument pas ce dont il s'agit, je ne comprends pas ce dont il me parle, je comprends juste que c'est grave parce que je vois son visage et je comprends son ton sérieux. Et du coup, une des premières questions, alors moi je suis arrivée dans ce milieu hospitalier du jour au lendemain en étant une femme un peu girl power, qui fait du sport, qui est indépendante, qui est chef d'entreprise, qui marche, qui a l'habitude depuis sa plus tendre enfance d'avoir un corps qui répond à toutes ces sollicitations. Et puis d'un seul coup, je bascule dans ce monde de l'immobilisme, ce monde où je suis dépendante de tout pendant ces 4 jours d'hôpital. Je vis au rythme d'une sonnette sur laquelle j'appuie pour qu'on m'amène un bassin pour aller aux toilettes, pour me faire manger, pour me laver. Du jour au lendemain, je bascule dans ce monde de la sclérose en plaques que je ne connais pas. La première question que je vais poser au médecin, c'est de dire, mais est-ce que je vais remarcher un jour ? Parce que je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ressentir des sensations dans mes jambes, je ne pense qu'à remarcher, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, il ne me répond pas, il me regarde, il est planté en face de moi, il me répond pas et je vais lui crier dessus. Je vais lui demander, mais est-ce que je vais remarcher ? Est-ce que je vais ressentir mes jambes ? Et là, il me regarde, il me dit, écoutez, il se peut que vous ne remarchiez jamais.
J'apprendrai un peu plus tard avec un autre neurologue à Toulouse que mes jours seront potentiellement comptés. Et du coup, je bascule du jour au lendemain vraiment dans ce monde du handicap, dans ce monde du deuil, parce que je lui demande aussi est-ce que je vais pouvoir refaire du sport. Il me dit que non, qu'il va falloir faire le deuil du sport, que je ne pourrai plus diriger mon entreprise, qu'il va falloir faire le deuil de mon entreprise, le deuil de ma voiture, que mon monde est vraiment un monde tout autre, un monde nouveau. D'ailleurs, le lendemain, je vais rencontrer une psychologue qui va arriver avec un fauteuil roulant et de la documentation sur la sclérose en plaques. Elle va rentrer dans ma chambre, elle va me dire « Bonjour, je vous présente votre nouvelle vie ». Donc, je comprends que je vais passer le reste de ma vie dans un fauteuil roulant. Et puis, je me suis réfugiée, je suis partie en centre de rééducation. J'ai été traitée avec des traitements très lourds et très fatigants. Et puis, je suis repartie en centre de rééducation pendant 16 mois. Et là, j'ai commencé à trouver ma résilience à travers l'écriture parce que j'arrivais pas à m'exprimer. J'avais des idées très, très sombres. J'ai pensé à ne plus vivre, à ne plus exister parce que la vie que j'étais en train de mener ne correspondait pas du tout au projet que j'avais quand j'étais plus jeune, au projet que j'avais l'intention de construire. Et du coup, ma résilience, je l'ai trouvée dans le fait de tenir un petit journal intime. Et puis finalement, ce journal intime va devenir un livre qui va être publié plus tard et ça va énormément m'aider justement à l'accompagnement de ces deuils. Ça va être une forme d'écriture thérapeutique et ça va m'aider à me dire, mais finalement, c'est pas la vie que tu espérais, c'est pas la vie sportive que tu espérais, c'est pas la vie professionnelle, mais t'as fait quand même un sacré travail. Et à ce même moment, avec cette sortie du livre, je vais rencontrer un kiné. Et je pense que il y a des gens qui sont programmés pour être sur ton chemin et ce kiné, je suis hyper émue en fait quand j'en parle et ce kiné, je vais arriver au mois d'août après avoir eu une grave poussée où là je bouge plus mes mains, je n'arrive plus à déglutir, je n'arrive presque plus à parler. Il va me dire Cécile, on est au mois d'août mais en décembre tu vas remarcher. Et plus tard je lui ai demandé, je lui ai dit mais Claude, qu'est-ce qui a fait que tu aies pu me dire, parce que c'est quand même engagé de dire à quelqu'un bah, tu vas remarcher. Il m'a dit des mots un peu. Il m'a dit c'est ton caractère de. Ça commence par un M, je vous laisse deviner la suite, mais on m'a rarement dit que mon petit caractère bien trempé était une bonne chose, mais en tout cas, il a vu que j'avais envie de me battre, que j'avais passé un cut en fait dans cette résilience, que j'avais passé un cut dans ces projets de vie. Et du coup, il m'a aidé effectivement le 16 décembre. Je remarchais mal. Hein. Aujourd'hui, j'étais malmarchante et je le suis toujours. Malmarchante, c'est une terminologie dans le monde du handicap où on est debout. On n'avance pas très vite, on avance un peu en claudiquant, on est un peu fragile, mais on marche. Mais je me considère comme une malmarchante. Et du coup, il m'a vraiment accompagnée dans ça. Il m'a après accompagnée dans des projets personnels ou justement à devenir maman. Et ça a été quelque chose il a été une rencontre extraordinaire. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, il me suit toujours. Et puis après, je me suis dit, ben voilà, je suis devenue une personne handicapée, mais qu'est-ce que je fais de tout ça ? Il faut que je me reconstruise. Je me suis reconstruite physiquement, puisque je marche, je mal marche, mais je marche. Et maintenant, il faut que je devienne quelqu'un, il faut que je me reconstruise au niveau sociétal, au niveau professionnel. Et j'ai décidé de faire en sorte que ma maladie, ou en tout cas cette ligne supplémentaire sur mon CV, allait devenir un atout, en tout cas, allait devenir une opportunité de vie. Et j'avais un autre rêve dans ma vie, au-delà d'être sportive de haut niveau, que j'avais touché en étant valide, c'était de devenir journaliste. Et je me suis servi de cette petite étiquette qu'on nous colle sur le front en tant que personne handicapée pour devenir journaliste. Et j'ai tapé à la porte de grands groupes, et ce qui m'a permis d'intégrer des grands groupes, donc européens, où je présentais des chroniques de personnes extraordinaires. Et après le groupe Le Figaro, je suis devenue journaliste en presse écrite. Et après, il me manquait la télé, donc j'ai cherché on m'a contacté en tout cas pour faire de la télé. Mais l'ironie du sort, c'est que j'étais debout, j'étais malmarchante, j'étais avec des béquilles, et en fait, mon handicap n'était plus assez visible pour être assez spectaculaire à la télé, donc on m'a refusé les portes de la télé. Et on m'a dit, si tu veux présenter une émission de télé avec nous, avec l'équipe de chroniqueurs qu'on est en train de composer, eh bien, il faut que tu acceptes de te remettre dans un fauteuil roulant. Et ça m'a choquée. Et de là ont commencé pas mal de mes combats sur le handicap invisible, parce que j'étais une personne avec un handicap invisible. Puis voilà, hein, je le disais, les rencontres de la vie, l'énergie de la vie a fait qu'après j'ai rencontré un snowboarder dans le cadre de ma carrière de journaliste. J'ai rencontré un snowboarder
paralympique, un snowboarder handisport. Et je me retrouvais à la montagne à un événement de journalistes avec mon deuil, avec tout ce fardeau du deuil du sport. Cette émotion aussi de me retrouver à la montagne alors que j'adorais la montagne, mais je voulais plus retourner à la montagne parce que j'étais pas prête d'être à la montagne en tant que terrasse, lunettes de soleil, chocolat chaud, terrasse. C'était pas du tout ça. C'était si j'étais à la montagne, il fallait que je fasse du snowboard. Et là, je ne pouvais plus faire de snowboard. Et quand je rencontre Patrice Barateros, je devais faire un sujet sur lui. Et je lui dis, tu sais, Patrice, moi, j'ai fait du snowboard en valide. Toi, tu as un handicap qui se voit. Il était amputé de la jambe. Et là, il me dit, pour la première fois de ma vie, ah, mais c'est génial que tu sois handicapé. Je lui dis, comment ça, génial? Je me dis, mais... Et il me dit, mais oui, viens, on va louer du matériel. Je vais te remettre sur un snowboard et on va passer 3 jours à refaire du snowboard avec cette formidable sensation de tomber et puis de se relever. Chose que j'avais pas faite quand je suis tombée en octobre 2002. Je suis tombée, je me suis jamais relevée. J'ai juste pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai effectivement pleuré toutes les larmes de mon corps, mais c'est de l'émotion, c'est de la joie de me retrouver avec lui, de l'école de la vie, j'appelle ça le snowboard. Tu tombes, tu te relèves, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, et ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Et puis, il m'a dit autre chose, après m'avoir dit qu'être handicapé, c'était génial. Écoute, si tu continues comme ça, il y a les Jeux paralympiques un jour et tu pourras faire les Jeux paralympiques. Et dans 3 mois, moi, j'irai aux Jeux de Sochi. Peut-être qu'un jour, tu iras et tu décrocheras une médaille. Et je me suis dit, bon, c'est un gars du Sud. Il blablate un peu peut-être, mais en tout cas, il m'a filmé. Il a montré ça à l'équipe de France. J'ai réussi à avoir une wildcard pour aller aux Jeux paralympiques de Sochi en 2014. Et je vais me retrouver après 3 mois d'entraînement intensif. Je vais me retrouver au départ de la course. Et après 3 passages, je vais décrocher la première médaille de l'histoire du snowboard paralympique qui rentre aux Jeux. Et là, c'est complètement incroyable. Je pleure encore, mais encore une fois, je pleure d'émotion. Et puis là, je rebascule dans le sport de haut niveau. Je renoue avec ce qui m'anime depuis que je suis toute petite, ce pourquoi j'ai été élevée, vibrée depuis toute petite. Et puis je vais me projeter après 2014 sur Pyeongchang 2018 où je vais décrocher une médaille d'argent et une médaille de bronze. Mais l'objectif est toujours pas atteint. En l'occurrence, l'objectif d'aller chercher cette médaille d'or. Et puis en 2018, je me projette sur 2022. Et puis 2022, là, c'est le grand chelem, mais championne du monde, le globe de cristal de la discipline, qui est le classement mondial de la Coupe du Monde. Et puis cette médaille d'or et cette Marseillaise qui retentit. Et là, je pleure. Alors là, pour le coup, il n'y a pas une photo sur le podium, il n'y a pas une photo de moi qui sourit. J'ai les yeux... je vais me mettre à pleurer maintenant. Mais voilà, je suis hyper émue chaque fois que je parle. C'était il y a 1 an, c'est tout frais. Et je me suis énormément battue aussi pour aller à ces Jeux. Et tout ce combat, il est incarné par cette médaille. Et cette médaille, c'est toute ma vie après mon autre médaille d'or que j'ai à la maison parce que je suis aussi maman d'une adolescente et c'est un sacré sport extrême. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un de fondamentalement, je suis heureuse. Je vibre pour ma vie. Je ne sais pas si demain je remarcherai. Tous les matins, je me lève. Je ne sais pas si je vais marcher. Je ne sais pas si je vais voir parce que ma maladie s'est aussi portée sur mes yeux. Mais en tout cas, je sais et je connais le sens du mot vie. Et j'ai plein de vie, j'ai plein d'envie, et j'ai plein de projets, des gros projets professionnels, j'ai des projets sportifs aussi, j'ai des projets humains, j'ai des projets de combat, de combat militant. En tout cas, j'ai envie de mener plein de choses et que ça serve aux autres parce que je sais qu'il y a plein de gens. Quand je suis tombée malade, j'ai pas rencontré des gens qui m'ont montré que le champ des possibles avec un handicap, avec une maladie dégénérative comme la mienne. Mais j'ai envie aussi d'inspirer des gens à vivre la seule vie qu'on ait sur cette terre et qu'il faut la vivre à fond. Alors, si j'avais un message à faire passer, en fait, c'est vraiment de profiter de la vie et de vivre de la manière la plus puissante et la plus passionnée, parce qu'on n'a qu'une vie. Et moi, il a fallu finalement ce coup du sort et ce coup de la vie. Au début, j'ai vraiment pris ça comme une injustice de la vie, à me dire mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et aujourd'hui, avec le recul et 20 ans plus tard, je me dis mais je peux pas dire que c'est une chance, mais en tout cas, le handicap a été une formidable opportunité. Donc vivez, osez, ayez l'audace et soyez passionnés par ce que vous faites. Merci beaucoup Cécile pour ton témoignage et puis pour ton parcours. C'était vraiment une discussion très inspirante et très émouvante. Merci beaucoup. On te retrouve d'ailleurs dans le prochain épisode dans lequel tu nous parleras plus en détail de la team athlète CGI qui est composée de 10 membres et que nous allons suivre et soutenir d'ici l'année prochaine et le grand rendez-vous de 2024. On compte sur vous. À très vite.